Chers amis internautes, bonjour et merci de nous retrouver sur le deuxième numéro de l'émission Gros Plan. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Jean-Baptiste Hunguet. Il est ex-président du mouvement Bénin en route et aujourd'hui membre fondateur du Bloc républicain. Avec lui, il sera question du bilan du quinquennat de Patrice Talon, de la présidentielle 2021 et bien entendu, dans cette émission, il reviendra sur les tractations qui ont précédé l'adhésion de son mouvement au Bloc républicain. Et cette émission, vous savez, c'est deux parties. Dans la deuxième partie qui sera conduite par mon confrère Arnaud Doumahou du site d'information Le Portail, il s'agira donc de parler de la vie de notre invité au-delà donc de la politique. Arnaud Doumahou, bonjour. Bonjour cher ami Koshimo. Monsieur Jean-Baptiste Hunguet, soyez bienvenue chez nous. Merci, bonjour. Nous allons donc démarrer cette émission en parlant déjà de la coalition Bénin en route que nous avons vue. Ici, on est l'ensemble du territoire national, aller à la rencontre des populations, donc pour vanter les mérites de l'action du gouvernement. Et ensuite, vous êtes passé au Bloc républicain. Parlez-nous de comment s'est fait cette migration. Merci, chers amis. Merci pour m'avoir invité au deuxième numéro de votre émission Gros Plan. À l'entame, je voudrais souhaiter bonne fête à tous ceux-là qui ont perdu un être cher et qui commémorent la fête de nos défunts. Que Dieu essuie les larmes des uns et des autres. Pour revenir à votre question, d'abord je voudrais rectifier que Bénin en route n'est pas un mouvement, mais c'est une coalition. Heureusement que vous l'avez dit, c'est une coalition qui regroupait beaucoup de partis politiques régulièrement enregistrés et des centaines de mouvements politiques. C'est pour ça qu'on a dénommé Coalition Bénin en route. Cette coalition était créée pour servir de rempart, pour servir de relais aux actions du gouvernement du président Patrice Talon, parce que quand nous avions commencé, il n'y avait pas une machine, il n'y avait pas quelque chose qui pouvait servir de réplique à l'opposition et de relais des actions du gouvernement. Parce que beaucoup de choses se faisaient dans le temps, mais n'étaient pas vues du grand public. Et nous avions pensé avec les jeunes qui avaient travaillé en 2015 et 2016 pour l'avènement du gouvernement de la rupture. On s'est réunis depuis le sud jusqu'au nord, de sorte que cette coalition a rempli totalement le pays. Mais on a eu 2 ans de vie lorsque le vote sur les réformes du système partisan a eu lieu. Le chef a demandé que tous ceux qui le soutiennent puissent faire en sorte qu'on ait moins de partis politiques dans le pays. Nous avions adhéré puisque son programme de société, et puis nous étions avec lui dans son programme de société, nous avions adhéré à son programme de société. Et comme le moment est venu, les réformes ont été votées, nous avions pensé qu'il fallait suivre les instructions du chef. Nous avions accepté et nous sommes allés du côté du Bloc républicain. Ça ne s'appelait pas du Bloc républicain. On a donné le nom. Et certains des nôtres sont allés au niveau de l'Union progressiste. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette mutation. Et justement, pourquoi cette divergence? Parce que vous étiez tous dans Bénin en route. Pourquoi Bénin en route n'est pas allé vers un bloc et il a fallu diviser le groupe en 2? Bon, et personnellement, on aurait souhaité que nous tous, nous puissions aller dans un même bloc. Mais au moment où il fallait mettre en application les réformes du système partisan, nous pensons qu'il y avait un problème d'équilibre des forces. Et c'est ça qui a justifié que certains de nôtres, qui étaient membres des coordinations de campagne du candidat Talon en 2015-2016, on a été obligé de les convoyer dans un groupe pendant que d'autres sont restés
dans un autre groupe. Pourquoi vous n'avez pas voulu faire de la coalition un parti, étant donné que vous avez déjà quand même eu de l'avance sur la réforme de sympathisants? Bon, on pouvait le faire, mais nous avions estimé que dans un groupe, il faut une cohérence, il faut respecter les consignes. Nous avions respecté les consignes et nous sommes allés... Mais vous étiez pratiquement le seul mouvement, le mouvement où la coalition voilà, de la mouvance présidentielle. Vous l'avez dit, sur le terrain, on ne voyait que Bénin en route. Est-ce qu'en son temps, il ne fallait pas quand même rester et demander aux autres de vous rejoindre, quitte donc à formaliser la coalition et pour qu'elle devienne un parti politique? Bon, et je ne peux pas étaler les raisons pour lesquelles nous sommes finalement allés dans les blocs. Je ne peux pas les étaler ici. Ce qui est sûr, c'est que nous étions déjà prêts pour en faire un parti avec les nouvelles conditions. Et tout était déjà prêt. Mais vu, disons, l'intérêt qu'il y avait dans le temps où il fallait rester dans un groupe plus élargi, nous avions accepté d'aller dans un groupe. Parce que dans ce groupe-là, on n'était pas seul. Il y avait d'autres alliances qui étaient là. Il y avait d'autres partis politiques anciennement connus qui étaient là, qui ont perdu leur identité comme nous autres. Donc, pour nous, c'était une meilleure façon aussi de faire de cette réforme une réalité. Est-ce que vous vous êtes senti à l'aise dans cette nouvelle famille? Je veux parler du bloc républicain. Même lorsque vous êtes dans votre maison, vous ne pouvez pas vous sentir totalement à l'aise. La vie est un combat quotidien. Nous nous battons quotidiennement pour nous sentir à l'aise, pour nous sentir véritablement chez nous, pour nous sentir vraiment, pour sentir que la chose là c'est pour nous. C'est un combat, nous nous sentons. Donc, je peux dire que il n'y a pas de péril en la demeure. Nous nous plaisons là. On sait quand même qu'il y a des clivages, on sait quand même que tout n'est pas pour autant sur la route, comme la route au niveau du bloc républicain. Dans aucune organisation humaine, vous ne pouvez pas avoir 100% la cohésion. Mais ce que je dis, ma présence dans ce bloc et la présence des amis dans ce bloc fait que je crois que nous pesons dans ce bloc-là. Mais pourtant, pour le compte des élections législatives, vous savez, il y a eu beaucoup de critiques à l'époque où on n'a pas senti un meilleur positionnement de Jean-Baptiste Ronguet par rapport à ce scrutin-là. On s'est demandé qu'est-ce qui s'est passé. Non, et vous savez, dans un gouvernail d'un bateau, par exemple, il y a plusieurs postes. Il y a des postes, je n'en sais rien, mais il y a plusieurs postes. Il y a la capitainerie, il y a, je ne sais plus, il y a d'autres choses. Il y a aussi les mécaniciens qui sont là. Pourvu que le gouvernail là aille de l'avant pour que le bâton puisse arriver à bon port. C'est ce qui s'est passé. Moi, j'étais quelque part déjà. On a estimé que là où j'étais là, de laisser la place aux autres. Il faut partager. Donc, j'ai accepté volontairement d'assumer. Au-delà de votre positionnement pour les législatives, la place qui a été donc réservée au Bénin en route au sein donc du bloc républicain, est-ce que vous êtes satisfait de cette place-là? Il y a beaucoup d'éléments du bloc républicain qui sont devenus députés. Il y a beaucoup d'éléments du bloc républicain qui sont ministres dans le gouvernement. Donc, ce n'est pas perdu. Non, ce n'est pas perdu, nous sommes d'accord, mais vous, en tant que leader charismatique, vous qu'on avait vu au devant de la scène, et pour ce premier scrutin, en tout cas cette première mise en œuvre de la réforme de ses partisans, l'élection législative, et que vous n'ayez pas certains positionnements, ça a fait un peu au niveau de l'opinion publique. Non, c'est beaucoup posé. Bon, prenons les choses telles qu'elles sont. Et seul Dieu a le dernier mot. Et la volonté de Dieu s'est faite. L'élévation ne vient pas des hommes. L'élévation vient de Dieu. Donc, ma position dans le temps n'est pas la même position que j'ai aujourd'hui. Et la position que j'aurai demain. Donc, toute position qu'on me donnerait, moi je prends. Et j'avance. Aujourd'hui, quel est le bilan que vous faites donc de cette migration-là?
Le bilan que je fais de cette migration, c'est un bilan globalement positif parce que, comme je vous le dis, j'ai l'avantage d'avoir milité dans de très grands partis politiques, d'avoir l'esprit militantiste, et ce qui joue en ma faveur dans ces partis. Et mes mots, mes observations pèsent beaucoup dans ce parti. Et ça va toujours peser dans ce parti. Oui, pourquoi on vous reproche souvent de n'avoir pas, je dirais, un fief Jean-Baptiste Ronguet qui véritablement... Jean-Baptiste Ronguet, c'est un président de parti politique avant d'être président de la coalition Bénin en route. Et j'ai mon fief. Tous ceux qui disent que Jean-Baptiste Ronguet n'a pas de fief, chacun a quand même dit le fief où il est. Je suis originaire de la commune de Calavi. Je réside dans la commune de Calavi. J'ai travaillé depuis 2006 dans la commune de Calavi, où en ce moment-là, il n'y avait pas ces politiciens aujourd'hui qui estiment que Jean-Baptiste n'a pas de fief. En dehors de ça, j'ai travaillé dans Porto-Novo, j'ai travaillé dans la 15e circonscription électorale, où quand je me présenterai dans l'une de ces zones-là, je sortirai ma tête ou autre. C'est la différence qu'il y a entre moi, Jean-Baptiste Ronguet, et les autres politiciens. Même, je vous assure, si je sors de ces zones-là et que je décide de me présenter dans le Zou, dans le Borgou, je serai porté par les militants. C'est ça le travail que Jean-Baptiste Ronguet a fait. On vous aurait compris sur la question. Sans doute que la coalition Bénin en route, vous avez vu après la réforme sympathisante, vous avez eu d'autres mouvements qui sont nés, d'autres partis. Nous parlons notamment de Moël Bénin, qui a eu quand même un certain ancrage, alors que on s'est dit, mais la coalition Bénin en route était quand même bien partie quand même pour également prétendre à ce niveau de... Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, vous vous êtes dit, est-ce que vous regrettez un tout petit peu, vous avoir fondu au niveau de la République? Non, je vous ai dit que j'ai été l'un des artisans, je dis bien l'un des artisans de l'avènement du président Talon. Et pour avoir été l'un des artisans, c'est d'abord que j'ai choisi, j'ai accepté son programme de société. Et dans son programme de société, et ce que j'ai vulgarisé d'ailleurs pendant la campagne présidentielle, que dès que M. Patrice Talon viendra au pouvoir, il y aura réforme du système partisan. De sorte que vous pouvez être chef de parti et mener votre vie bien. Donc j'ai parlé de ça. Et quand la loi a été votée et que le dispositif était prêt pour se mettre là-dedans, et nous avions eu des concertations. Et le chef a souhaité que, au lieu qu'on disperse les forces, que nous soyons plus grands que ce que nous sommes. Nous avions accepté et nous sommes allés de gré. Nous sommes allés de gré. Et je vous dis, arrivé là-bas maintenant, là, puisque il y a des personnalités politiques diverses, qui sont venues de diverses origines. Il faut travailler maintenant pour le vivre ensemble. Et c'est là toutes les difficultés. Parce que vivre ensemble, c'est différent de se mettre et de travailler dans une même structure. Donc ce vivre ensemble-là, c'est ça que nous cultivons. Et c'est ce travail que nous faisons jour et nuit pour que ce parti soit véritablement le plus grand parti du Bénin. Le bloc républicain, lors donc, des dernières élections, notamment législatives et également les communales, on a vu que par rapport au bloc, par rapport à l'Union progressiste, voilà, la force du bloc républicain sur le terrain n'a pas été véritablement ce qu'on aurait, enfin, ce que les militants auraient voulu. Quel est le travail que Jean-Baptiste Ronguet a battu dans son fief à Abomey-Calavi lors de ces élections-là? Bon, il faut dire que dans ma circonscription électorale, on était en face du regroupement de grands partis politiques qui avaient des députés dans la circonscription contre des jeunes mouvements venus de partout, des mouvements
de quartier, tout ça là, contre tout ça là, mal organisé. Je dis bien mal organisé. Parce qu'on venait de naître, ça n'a pas fait 6 mois, quand on nous a soumis à cette épreuve. Et on n'a pas démérité. On n'a pas démérité. Sinon, on aurait eu 2 députés contre 2 députés. On a fait le travail sans grand moyen pour avoir ce député-là. Mais l'essentiel, c'est le suffrage que nous avions eu. Et ce suffrage-là, nous prenons ça pour travailler, pour que dans les prochaines élections, que nous puissions multiplier ce suffrage par 3, par 4, par 5. C'est ce travail-là que nous sommes en train de faire actuellement. Aujourd'hui, dans la gestion de la mairie d'Abomey-Calavi, est-ce que le bloc républicain se retrouve? Oui, le bloc républicain a au moins 18 conseillers dans le conseil communal. C'est vrai, nous avions eu un seul arrondissement, mais nous nous impliquons totalement dans la gestion qui est faite de la mairie. Et mieux, le maire actuel, c'est un jeune qui a une vision qu'il faut accompagner. Les élections sont terminées, nous pensons que nous devons, et UP, et FCBE, et BR, nous devons nous donner la main pour construire une commune comme Abomey-Calavi. Il faut construire cette commune. Parce que dans cette commune-là, dans les années qui arrivent, de gros investissements seront faits dans cette commune-là. Vous prenez par exemple l'aéroport de Golo-Djibé, c'est dans la commune d'Abomey-Calavi. Vous prenez par exemple tout ce qui se fait en matière de logement, et en matière de construction de voies de décès, c'est dans la commune d'Abomey-Calavi que ça part. Le contournement nord de Cotonou, ça part à partir de Calavi. Hein? Et vous voyez la route des pêches là, il y a une grande partie qui concerne l'Abomey-Calavi. Et sur cette route-là, il y aura beaucoup d'infrastructures hôtelières qui seront réalisées. C'est dans la commune de Calavi. Donc, après les élections, il faut converger les forces, les idées, les intelligences pour construire une nouvelle ville comme Calavi. Jean-Baptiste Hunguer, nous allons à présent parler de la présidentielle 2021. Pendant que tous les yeux étaient rivés sur le ministre Abdoulaye Biot-Tchané, le bloc républicain désigne Patrice Talon comme son candidat. Qu'est-ce qui s'est en temps passé? Rien ne s'est passé et je vais vous surprendre. J'ai l'avantage d'être un peu proche du ministre d'État Abdoulaye Biot-Tchané. Avant que le bloc n'annonce cela, il m'a fait, je ne dévoile pas un secret, il m'a fait la confidence que nous allons soutenir le candidat, l'actuel président. Et je l'ai applaudi, je l'ai félicité et je l'ai remercié. Parce que l'urgence, ce n'est pas l'intérêt personnel, c'est l'intérêt général. Et quand nous voyons l'équipe actuelle gouvernementale, ce qui se passe, ce qui se fait, on est en droit de dire, même si on est dans l'opposition, on est en droit de dire, laissons continuer cette équipe pour nous construire, et pour nous amener au-delà de nos attentes. Mais avant le bloc républicain, on a vu Mouel Bénin avait également désigné Patrice Talon comme son candidat. Finalement, Patrice Talon est candidat de plusieurs partis. Pourquoi est-ce que le bloc républicain ne pouvait pas sortir une autre alternative? Mais pourquoi vous voulez que le bloc républicain sorte nécessairement une autre alternative? Étant donné que nous avons des ministres dans le gouvernement. Nous avons le numéro 2 dans le gouvernement. Et tout ce qui se fait, ils sont comptables de ce qui se fait. Pourquoi vous voulez que nécessairement que nous sommes... Mouel Bénin n'a pas de ministre que je sache. S'il y a quelqu'un qui doit proposer comme candidat, s'il y a un parti qui doit proposer comme candidat, et le chef de l'État actuel, c'est encore le bloc républicain. C'est vrai qu'il y a des ministres UP qui sont dans le gouvernement. Ça va arriver, vous allez entendre bientôt. Ils vont également choisir Patrice Talon, c'est ce que vous prévoyez? Je suis à 99,49% sûr qu'ils vont choisir. Finalement, est-ce à dire qu'au sein du bloc républicain, il n'y a pas une personnalité qui puisse mieux faire le travail que Patrice Talon? Mais pourquoi pas? Nous allons aussi démarcher pour la vice-présidence. Pourquoi pas? Mais je dis
le travail qui se fait aujourd'hui, même les aveugles voient, les sourds ont entendu. Est-ce que c'est parce que nous avons des gens capables de gérer le pays que nous n'allons pas renouveler, et que nous n'avons pas dit, bon, écoute, le bilan est globalement positif, reconduisons l'équipe et mettons les gardes fous pour que l'élan qui a été pris pendant les 5 années soit le même et qu'on dépasse même, que l'élan fasse encore un pas en avant. Est-ce que le bloc républicain ne s'écarte pas un peu de la logique de la réforme du système partisan lorsqu'il désigne Patrice Talon, qui n'est pas, en tout cas, qui ne s'est pas déclaré membre du bloc républicain, lorsque le parti désigne quelqu'un comme ça, est-ce qu'il ne s'écarte pas un peu de la logique de la réforme qui veut quand même que désormais les grands partis puissent donc avoir des candidats et puissent conquérir le pouvoir d'État? Non, la réforme n'a pas interdit aux partis de soutenir un candidat. Et la réforme aussi n'a pas demandé aux individus de se porter candidat. Non, mais la logique aurait quand même voulu qu'un grand parti comme le Bloc républicain puisse avoir un candidat à l'intérieur. Et si je vous dis que le candidat que nous avons choisi est notre partenaire, c'est notre partenaire. Et effectivement, c'est notre partenaire, puisque nous sommes dans son gouvernement. C'est notre partenaire. Donc, face à un partenaire qui fait du bon travail, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais un partenaire qui n'a pas encore dit qu'il est candidat. Oui, et le Bloc républicain aussi doit passer par ces organes pour officialiser la candidature et le choix porté sur le candidat. Mais le candidat n'a pas dit « je suis candidat ». Nous avons des structures. Non, vous ne savez pas tout ce qui se passe en dehors des caméras. Donc vous dites que le candidat s'est confié à vous déjà, qui va être... Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Mais vous ne savez pas tout ce qui se passe. Est-ce que pour négocier avec un candidat ou bien qu'un candidat négocie avec vous, ce n'est pas sur le marché public? C'est à huis clos. Donc il y a des négociations avant que... Mais ça là, vous ne pouvez pas... Ce qui est sûr, vous allez entendre par des structures autorisées du parti Bloc républicain l'annonce officielle du choix porté sur le candidat du Bloc républicain. Et si Patrice Talon disait qu'il n'est pas candidat? Le président Patrice Talon ne peut pas... De toute façon, moi, Jean-Baptiste Hungué, je dis, et j'ai déjà dit quelque part, parce que le président Talon aujourd'hui, c'est vrai, et l'homme ne peut jamais être Dieu, saint, blanc. Chacun a ses défauts. Il ne peut pas nous refuser cela. S'il refuse, de toutes les façons, Jean-Baptiste et beaucoup de personnes iront le chercher pour qu'il continue ce qu'il a entamé. Oui, mais il y a d'autres paramètres qui peuvent bien en son temps justifier son refus. Lesquels? Non, mais on ne sait jamais au-delà de l'ambition de continuer. Sauf si Dieu décide autrement. Parce que c'est le dernier. Si Dieu décide autrement, d'accord. Et dans ce cas, que fera le Bloc républicain? Est-ce qu'il y a déjà un plan B? Non, nous ne travaillons pas en ayant des plans derrière la tête. Nous travaillons en bonne conscience, en bonne intelligence pour aller de l'avant. Maintenant, s'il arrivait, ce qui n'est pas d'ailleurs sûr, s'il arrivait cela, mais le Bloc républicain est suffisamment organisé pour se mettre au pas des changements. Parlant du poste de vice-président, est-ce que à l'interne, au niveau de républicain, vous avez déjà trouvé quelqu'un qui pourrait être le colistier du chef de l'État? Ou vous laissez cela encore à la discrétion du candidat? Non, les discussions vont commencer bientôt. Et chacun, dans son fort intérieur, rumine quelque chose. Et les réunions des instances vont avoir lieu. Et nous allons discuter par rapport à ça. Est-ce que à la rencontre qu'on a eue le lundi où nous avions porté le choix, nous avions mis cette question-là après. Donc, oui, il y aura une discussion par rapport à la question de la vice-présidence et autres. La question qui s'est posée tout de suite, c'est que est-ce que le parti laisse encore à la discrétion du candidat désigné le choix de choisir son vice-président, ou
ça viendra, le vice-président viendra finalement d'un parti politique. Non, je vous ai dit tout à l'heure que cette décision, nous allons la mener. Nous n'avons pas encore entamé ça. Pour le moment, on se concentre sur la mise en place de nos structures décentralisées. Et dans le même temps, on se concentre sur le bilan de l'action gouvernementale pendant les 4 dernières années. Pour cette présidentielle-là, quand même, on parle déjà, au-delà de la question du choix du candidat, on parle des élections inclusives ou non inclusives. Comment vous vous positionnez par rapport à cela? Le Bloc républicain étant un parti véritablement démocrate, nous pensons que ce que nous sommes en train de faire et ce qui va se passer, ça va être une élection inclusive. Et d'ailleurs, les institutions chargées d'organiser ces élections en ont parlé. Si nous prenons par exemple le parrainage, il est avéré aujourd'hui que le parrainage sera anonyme. Donc les honorables députés et les maires auront le choix de parrainer qui ils veulent. Mais ce qui est sûr, pour nous, notre candidat aura ses parrains et nous irons au combat. Vous parlez d'élection inclusive, mais vous savez que des maires quand même ont soulevé la question de candidature unique par rapport notamment à cette question du parrainage. Est-ce que vous êtes véritablement convaincu qu'avec ce verrou du parrainage, on ne risque pas d'aller vers une candidature unique ou vers des élections non inclusives? Non, ça ne risque même pas d'arriver. Je ne veux même pas envisager ça. Pourtant, c'est possible. Qu'est-ce que que tous les élus de la mouvance décident donc de parrainer le seul candidat de la mouvance. Vous êtes sûr, vous avez déjà posé des questions à ces élus? C'est vrai que récemment, à entendre les leaders de la mouvance, on laisse cette possibilité aux élus donc de pouvoir parrainer d'autres candidats au-delà de la mouvance. Finalement, la question qui se pose, est-ce qu'on ne le fait pas juste pour éviter une élection exclusive où on est véritablement dans la logique d'une compétition réelle? Non, tout ce qui se fait de bonne foi. Se fait de bonne foi, sans arrière-pensée. Et si vous laissez convaincre par des gens qui n'ont pas la notion de ce qui se passe, ce n'est pas bien. On a dit que le parrainage est anonyme. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas déjà des maires qui sont dans des négociations? Il y en a. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas des députés qui sont dans des négociations? Il y en a. Est-ce qu'ils sont allés à la rencontre des candidats de l'opposition ou c'est le contraire qui s'est fait? Comment moi je vais savoir? Puisque moi je ne suis pas de l'opposition. Moi je suis de la mouvance. Et je sais que mon candidat aura le parrainage nécessaire. Vous avez suivi la marche des femmes, sans doute, sur environ une dizaine de communes qui ont marché pour réclamer la paix, pour réclamer des élections inclusives. Qu'est-ce que cette actualité vous dit? Non, je crois que d'abord c'est leur droit de marcher, c'est leur droit de revendiquer puisque c'est constitutionnel. Maintenant, ce qu'ils disent, et vous pensez vraiment qu'il n'y a pas la paix au Bénin? Oui, c'est une crainte. Non, bon, moi je trouve que il n'y a pas matière à avoir crainte. On a vu ce que les élections législatives exclusives de 2019 ont donné. Est-ce que c'est une élection exclusive? Bon, en tout cas, il n'y avait que les partis de la mouvance. Dans ces partis-là, vous n'avez pas vu beaucoup de partis d'opposition à l'intérieur de ces partis-là. Et est-ce que c'est de gré que ces partis-là se sont exclus? Non. Si les partis avaient rempli les conditions définies par la loi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas été éliminés parce que quelqu'un ne veut pas qu'ils aillent aux élections. Ils ont été éliminés parce qu'ils ne remplissaient pas les conditions. Et c'était au vu au-dessus de tout le monde. Donc on ne peut pas parler d'exclusion dans ce cas-là. Aujourd'hui, le schéma qui se présente pour la présidentielle fait croire qu'on risque donc de tomber dans les mêmes travers. Et c'est d'ailleurs la crainte des femmes qui ont marché hier. Est-ce que vous êtes sûr que ce ne sont pas des femmes instrumentalisées? Parce que ces femmes-là, moi je leur annonce que beaucoup de marchés régionaux sont en train de se construire pour leur lieu de travail plus sécurisé et plus abordable et plus à même de leur permettre de faire beaucoup de chiffres d'affaires. Moi, je leur annonce cela. Mais pourquoi il y a certaines femmes qui sont sorties récemment pour soutenir le chef de l'État? Est-ce qu'elles ont été aussi instrumentalisées?
Non, elles n'ont pas été instrumentalisées. Elles n'ont pas été. C'est une spontanéité. Et pourquoi de l'autre côté vous trouvez qu'elles ont été instrumentalisées? Non, je dis, est-ce que vous n'êtes pas sûr que ce pas des femmes instrumentalisées? Parce que ce qu'elles demandent là. Moi, je pense que ce que le gouvernement est en train de faire aujourd'hui, honnêtement parlant, on dit si ton ennemi porte quelque chose de bien, il faut l'apprécier à justice. Ce que se fait aujourd'hui, il faut apprécier. Parce que ce pays a besoin d'être construit. Il faut à un moment donné qu'on arrête les jérémiades, qu'on arrête la comédie, qu'on arrête la plaisanterie pour construire le pays. Et je dis, nous avons la chance d'avoir le président Talon comme président. Moi-même qui vous parle, je ne m'attendais pas à des résultats aussi élogieux que ça. Étant supporter de première heure, je ne m'attendais pas à ça. Mais je suis ébloui par la qualité et le résultat obtenu. Je dis, nous tous, mouvement comme opposition, parce que nous sommes tous citoyens de ce pays, au vu de ce qui se passe là, nous devons dire, ah, nous tirons chapeau à celui qui a fait ça. Parce que, effectivement, depuis des lustres, nous n'avions pas vu nos villes assainies de gens. Nous n'avons pas vu nos marchés construits de gens. Nous n'avons pas vu des logements sociaux modernes réalisés du genre. Nous n'avons pas vu des infrastructures routières, les RNI, construits de gens. Et construits de quelle manière? Pour durer pendant au moins 50 ans. Oui, mais voilà, il y a des marchés qui sont toujours en construction. Les marchés sont en construction. Vous parlez également de... Les marchés sont en construction. Il faut démarrer. En construction. Il faut démarrer. Et en fin de mandat, Non, pourquoi ce n'est pas en fin de mandat. Pourquoi on met tout ça en fin de mandat? Non, ce n'est pas en fin de mandat. Les marchés ont commencé depuis des mois. Et mieux, je vais vous dire, lorsque ce gouvernement est caractérisé par le fait que si on ne finit pas les études et que le financement n'est pas bouclé, on ne démarre pas un projet. C'est ça qui a fait que les marchés ont pris du retard pour démarrer. Aujourd'hui, si vous parcourez nos marchés, là où ces marchés sont en train de se construire, vous verrez que le niveau d'avancement est élevé. Oui, c'est ça le problème. Le problème, c'est que c'est en fin de mandat. Même à sa taille, la première phase n'est pas terminée. Non. Alpha, la première phase n'est pas terminée. Alpha Taille continue. On est en train de finir. Certaines entreprises ont achevé les lots. Anatitengu s'est achevé. Peut-être qu'il reste des trottoirs. À Parakou, c'est achevé. À Lokosa. Je pense que à Cotonou, il y a plein de... À Cotonou, c'est achevé à 98%. Non, pas encore fait. Le reste, c'est le traitement des trottoirs. Et je vous dis, aujourd'hui, quel est le projet? Depuis que moi je suis né, par exemple, je ne sais pas quand vous êtes né, qui a pris en compte de réaliser des trottoirs aussi modernes que ça? Il n'y en a pas. Donc, ces trottoirs vont embellir, et mieux, en dehors de ces choses-là, il y a la lumière sur toutes ces voies qui sont réalisées. Et il y a la mise en terre des plantes qui vont border toutes les rues. Mais c'est du jamais vu. Mais parlons de la démocratie, en tout cas la préoccupation majeure des femmes aujourd'hui, de l'état de notre démocratie. Lorsque nous allons à une élection présidentielle, où tous les élus aujourd'hui, en tout cas la majorité des élus qui sont en même de porter la candidature, ce sont eux qui doivent décider du sort de la candidature d'un opposant. Est-ce que vous croyez que ces femmes-là qui ont marché n'ont pas des raisons de s'inquiéter? Et je ne suis pas rentré dans l'esprit de ces femmes, mais je sais une chose, le jeu sera ouvert. Oui, mais on laisse on fait croire qu'un élu de la mouvance peut parrainer un opposant, mais la question derrière, c'est comment est-ce que vous analysez ça quand on dit qu'un élu de la mouvance peut parrainer un opposant, mais il revient donc soutenir le candidat de la mouvance? Ça rime à quoi concrètement? Un élu de la nation, vous avez dit élu de la nation, non? Il est oui, mais qui est quand même lié à un parti politique. Non, c'est vrai qu'il est élu sous la bannière d'un parti politique. Mais à l'Assemblée nationale, il ne parle pas du parti politique, il parle de la nation. Donc c'est un député national qui peut soutenir, qui peut parler n'importe quel individu, pourvu qu'il soit citoyen de ce pays et qu'il remplit les conditions pour être candidat aux élections présidentielles. Mais en ce temps, il fait quoi donc de la discipline de groupe? La discipline du groupe là, est-ce que vous avez déjà vu un parti qui a écrit à ces députés que vous n'avez qu'à soutenir
à qu'à parrainer un seul candidat. Vous avez déjà vu. Mais est-ce que ça ne pose pas un problème d'idéologie, un problème de logique quand je parraine un candidat alors que je reviens derrière pour soutenir un autre candidat? Parce que quand on vous demande de parrainer un candidat, c'est parce que vous épousez sa vision. En tant que citoyen, je peux parrainer n'importe qui. Mais cela ne veut pas dire que je soutiens la personne. Il y a une logique dans ça. Soutenir quelqu'un sans épouser sa vision. Je peux vous parrainer. Parce que vous êtes en difficulté, je vous parraine. Mais cela ne veut pas dire que je vous soutiens. Justement, est-ce que cette ouverture dont vous avez parlé, est-ce que ce n'est pas juste pour permettre donc, pour sauver, entre griffes, ceux que vous estimez en difficulté? Oui, si on arrive à les sauver, ça veut dire que c'est inclusif. Est-ce que finalement la mouvance n'est pas en train de tomber dans son propre piège, c'est-à-dire le parrainage qu'elle a institué? Je ne crois pas. Le système de parrainage, c'est une bonne chose. Le système de parrainage, c'est pour éviter les multiples candidatures. Oui, la réforme du parrainage n'est pas en soi à condamner. La question, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a tous les élus qui sont amenés de parrainer sont de la mouvance. C'est la question fondamentale. Et s'il revient aux élus de la mouvance de décider du sort de toute candidature de l'opposition, est-ce que, objectivement parlant, c'est de la démocratie? Non, c'est beaucoup plus de la démocratie parce que, je vous ai dit tout à l'heure, qu'un élu, qu'il soit élu d'un parti A ou d'un parti B, lorsqu'il est élu, il devient un élu de la nation. À partir de ce moment, c'est l'intérêt de la nation qu'il porte. Et l'enjeu ici, on a dit que parrainer un candidat, vous le ferez dans l'anonymat. D'accord? Pour accomplir votre droit constitutionnel. Vous le faites, mais je te parraine. Cela ne veut pas dire que je dois nécessairement venir te soutenir, faire campagne pour toi. Non. Est-ce que le Bénin a des efforts à faire en matière de démocratie, de liberté sous le régime du nouveau départ? Par rapport aux différentes... Vous avez suivi le rapport de la Commission béninoise des droits de l'homme qui a parlé de recul par rapport à un certain nombre de points. Vous avez suivi l'OFPRA également qui a déclassé le Bénin parmi les pays d'origine sûre. Est-ce qu'aujourd'hui le Bénin, en matière de démocratie, en matière de liberté, n'a pas des efforts à faire? Et je dis tous les pays, y compris même la France, y compris même les pays dits démocratiques. Vous voyez aux États-Unis, tout ce qui se passe pour brimer les droits des uns contre les autres, même en France où est le siège de l'OFPRA, c'est ça, non? L'OFPRA, oui. Vous êtes sûr qu'ils respectent les droits des autres? Donc il faut copier les mauvais exemples? Non, ce n'est pas les mauvais exemples, c'est pour vous dire que chaque jour, on essaie de cultiver, d'avancer, de travailler pour un mieux-être de tous. Et je dis, notre pays, c'est vrai, les choses changent parce que l'autorité de l'État est restaurée. Et quand l'autorité de l'État est restaurée, beaucoup de personnes n'étant pas prêtes pour changer de comportement trouvent que l'État est en train de brimer les droits. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce qui est sûr, moi, je suis libre, je parle comme je l'entends, comme je le veux, je n'ai jamais été inquiété. Mais le jour où je veux... Est-ce que ce n'est pas parce que vous parlez dans le bon sens? Non. Ce que j'ai dit maintenant là, est-ce que ce n'est pas la réalité? Je ne suis pas, disons, quelqu'un qui, coûte que coûte, doit soutenir. Non, je dis des choses telles qu'elles sont. Parlons de la présidentielle 2021. Est-ce que le parti Salon pourrait perdre la présidentielle, cette élection? Nous n'avions pas perdu les élections en 2016 en étant dans le camp adverse et on ne peut pas perdre les élections en étant dans notre camp. Mais aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. Il y a beaucoup de citoyens qui estiment qu'ils ont été déçus pendant Ils ont été déçus en matière de quoi? Qu'est-ce que le candidat a dit qu'il veut faire et qu'il n'a pas fait? C'est ça. Prenez son programme de société et voyez ce qui se passe. Est-ce qu'il y a la concordance? Est-ce que tout ce qu'il a dit là, tout ce qu'il a promis là, est-ce que ça se réalise? Si ça se réalise là, ils n'ont pas droit de s'inquiéter. Mais chacun s'inquiète parce que les rebuts, les surplus, le gain facile, tout ça là n'est plus d'actualité. Y compris nous-mêmes, de la rupture.
Je vous donne mon exemple. Hein? Mais tout est vissé. Et je dis, c'est une bonne chose. Vous voulez dire que les robinets sont scellés? Mais les robinets fantaisistes, les robinets pour distraire l'argent du contribuable sont tous totalement fermés. Et tout le monde, c'est un nouveau comportement. Et ce comportement a déjà généré beaucoup de choses. Nous avons des routes, et dernière génération. Nous avons de l'eau potable dans les zones où il n'y en avait pas. C'est extraordinaire. En moins de 5 ans. Hein? Nous sommes en train de construire un hôpital de référence qui n'a pas son pareil dans la sous-région. Mais c'est tous ces résultats-là. Est-ce que ce n'est pas mieux pour l'ensemble de la population que seul individu s'accapare ou bien un groupuscule s'accapare des biens du contribuable pour les distraire? Mais vous êtes quand même impopulaire selon les propos du chef de l'État. Moi, je suis d'accord avec lui qu'il soit impopulaire, mais la génération à venir, notre génération, vous et moi là, nous allons apprécier dans quelques années. Comment peut être impopulaire gagner une élection présidentielle? Non, impopulaire pour gagner une élection. Vous savez, le président Talon a encore son électorat intact. En dehors de ça, les réalisations que nous avons faites, le bilan que nous avons va militer en notre faveur. Notre bilan va militer en notre faveur. Et nous allons travailler, et nous avions commencé déjà par travailler pour expliquer à la population le bien fondé des réformes, le bien fondé de ce que nous faisons. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Si le président avait accepté d'être populaire, mon cher ami, beaucoup de maisons seraient inondées aujourd'hui. La population des collines et du nord n'aurait pas de l'eau potable. Mais être populaire ne veut pas dire ne pas mener des actions en faveur de la population. Quel genre d'action? Distribuer de l'argent? Non, mais c'est pas ça qui en principe, lorsque vous réalisez des choses au profit des populations, vous êtes populaire, en principe, c'est la norme. D'abord, moi, je tiens à féliciter le président Patrice Talon. Vous savez pourquoi? Non, c'est un développeur. Hein? C'est un homme. Parce que tout ce qu'il réalise là, ça ne se fait pas à grand renfort de publicité. C'est la différence. C'est la différence entre être populiste que d'être un développeur. Vous imaginez que des endroits où vous ne pouvez pas passer, aujourd'hui vous passez. Et que le président ne soit pas pour aller inaugurer, pour aller dire c'est moi qui ai fait. Mais c'est un gentleman. C'est un homme, vraiment, c'est un homme hyper... Non, mais laisse ce travail là au Bloc républicain, de ses amis, de ses partisans, le font tout correctement. Quel est ce gouvernement, quel est ce président qui fait ce qu'il est en train de faire, qui n'a pas encore pris l'hélicoptère pour aller dans Natitengo pour aller inaugurer, pour aller dans Parakou pour aller inaugurer, pour aller dans Boycon, Abomey, ainsi de suite, ou bien pour aller dans les collines pour aller inaugurer l'eau potable. Gouverner, c'est prévoir. Et si Patrice Talon a sans doute fait cela, c'est par rapport à ce qu'il a prévu. Mais est-ce qu'au finish... Merci pour avoir parlé tel que je le disais tout à l'heure. Pas tel que vous le dites. Oui, il a prévu, il a réalisé. Donc c'est sur son bilan qu'il faut le juger et non sur sa popularité et autres. Mais est-ce que vous avez l'impression que les populations sont entièrement satisfaites quand on sait que le panier de la ménagère ne ressent pas encore les effets de cette gouvernance-là, que la pauvreté le taux de pauvreté n'a pas chuté sous Patrice Talon, que le taux de chômage n'a pas chuté sous Patrice Talon? Nous avons juste des progrès, mais pas significatifs. Nous sommes en train de reconstruire la nation. Nous sommes en train de reconstruire la nation. Il y aura des classements dedans, mais dans quelques mois, dans quelques années... Nous sommes en fin de mandat pratiquement. Et il avait dit que 5 ans étaient largement suffisants. Ce que le président Talon et son équipe sont en train de faire, ce n'est pas pour une jouissance immédiate, c'est pour une jouissance à long terme. Donc, chacun de nous allons apprécier et nous allons dire, tel qu'on a crucifié Jésus, ceux qui l'ont crucifié ne savaient pas que c'était
un divin. Est-ce que C'est après la mort qu'on a dit, vraiment cet homme était un enfant de Dieu. Est-ce que finalement, il se rend compte que 5 ans n'étaient pas suffisants pour faire le job? Non. Parce qu'on est en fin de mandat, mais vous estimez que les retombées sont dans quelques mois, dans quelques années? Non, quand je dis les retombées, ce que nous avons réalisé aujourd'hui, et beaucoup de Béninois ne savent pas. Mais dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques années, les gens vont dire, ah, c'est en 5 ans qu'il a pu faire ça. D'ailleurs, même, ça n'a pas pris 5 ans pour ce que nous avons vu là. Mais il y a beaucoup de projets qui sont lancés. Il y a beaucoup d'infrastructures qui sont lancées. Moi, je serai... Oui, c'est ça que je dis. Moi, je serai un Béninois conscient. Je dirais, oui, nous n'avions pas tout eu, mais laissons-le finir tout ce qu'il a entamé. Jean-Baptiste Hunguer, nous allons parler plus concrètement, à présent donc du bilan du quinquennat du président de la République, Patrice Talon. Alors, qu'est-ce que vous retenez concrètement donc, de cette gestion-là? D'abord, je voudrais saluer le peuple béninois qui, par sa patience légendaire, a compris qu'aujourd'hui, il faut aller de l'avant. Il faut sortir des sentiers battus pour aller dans la réalité. Le bilan aujourd'hui, après 4 années et demie de gestion, est largement au-dessus de nos attentes. Pourquoi? Aujourd'hui, le Bénin connaît une transformation qualitative. Nos villes sont totalement éclairées, sont devenues des villes de lumière. Nos ports et nos aéroports connaissent un embellissement. Vous savez quand même qu'il y a beaucoup de... Un embellissement. L'éclairage public est encore loin d'être ce que... L'éclairage public évolue au fur et à mesure de la finition des travaux de construction des voies pavées ou des voies goudronnées. J'ai dit au niveau de l'éducation, le fait de penser à nos pauvres enfants, des enfants reculés, et leur donner à manger au moins 2 repas par jour, c'est quand même extraordinaire. Mais aujourd'hui, on a des salles de classe qui sont sans table et banc. Je vous dis qu'il y a beaucoup de salles de classe qui sont en cours de construction. Beaucoup de salles de classe. Seulement à la différence que il n'y a pas de gongonnement autour de ça. Il n'y a pas de publicité autour de ça. Mais tous ces infrastructures scolaires sont en train d'être réalisées dans le silence et dans l'esprit de faire quelque chose pour la postérité. C'est des mesures sociales. Des mesures sociales parce que, au moins, l'argent de tout le monde a servi à construire des infrastructures routières et autour desquelles chacun peut installer son commerce et multiplier son chiffre d'affaires. C'est extraordinaire. Vous prenez le domaine de l'assainissement de nos villes. Quand je parle d'assainissement, je parle du ramassage des ordures. Aujourd'hui, on passe dans des maisons pour ramasser ces déchets solides. Tout ça est venu en fin de mandat? Non, mais je vous dis, c'est un programme qui se déroule. Et ce programme est lancé lorsqu'on est sûr que le financement est bouclé. Mais pourquoi vous dites en fin de mandat? Un mandat, c'est 5 ans. Jusqu'au dernier jour, on peut continuer par réaliser des choses. Ce n'est pas à cause de fin de mandat qu'on réalise les choses, mais on réalise les choses. Tout ce qui se fait là, c'est pour lui ou bien c'est pour la communauté. On peut lancer des travaux à quelques mois de la fin du mandat et attendre l'histoire de rentabiliser cela au niveau lors des joutes électorales. Par exemple, la question des microfinances qui viennent récemment d'être lancées, par rapport à l'appuyement des dettes des travailleurs, à quelques mois de la présidentielle. Est-ce que tout cela ne sous-entend pas qu'on prépare un peu sa réélection? Non. Pas dans les microcrédits là. On avait déjà entamé, mais on a senti qu'il y a un peu de malcompréhension autour. Donc il fallait trouver un outil infalsifiable
qui ne peut pas connaître du bug pour mettre ça en place avant de lancer. Aujourd'hui, vous pouvez avoir votre microcrédit tout en étant chez vous, si vous remplissez les conditions. Mais ce n'est pas un travail aisé. Entre-temps, on peut lancer et ces microcrédits-là sans que les femmes n'aient de l'argent et attendre que le truc soit finalisé avant de commencer par leur donner l'argent. Mais nous, on n'a pas fait ça. C'est quand l'outil est terminé qu'on a lancé. Ça a fallu 4 ans pour faire cette réforme. Non. Pendant les 4 années, là, je vous ai dit que les microcrédits ne s'étaient pas arrêtés. Ça continuait. Mais on a senti qu'il y a un petit problème, un petit réglage qu'il faut faire. Et le réglage a été fait et les femmes sont heureux. Nos parents retraités, aujourd'hui, de chez eux, ils n'ont plus besoin de faire les rangs, d'aller au trésor ou bien d'aller dans les banques afin de recevoir leur solde. Depuis leur maison, avec leur portable, ils ont leur argent. Mais c'est quand même extraordinaire ça. On reproche également à votre gestion la précarité de l'emploi avec la loi sur l'embauche qui fait désormais qu'il y a beaucoup de licenciements sans que véritablement... Qu'est-ce que vous dites par rapport à cela? Non, ce que je dis, c'est que il faut une nation qui travaille. Il ne faut plus croire que déjà j'ai trouvé le travail, même si je ne fais rien là, je resterai là. Il faut la performance maintenant, la qualité dans le travail. Si vous êtes performant et que vous faites un travail de qualité, on ne va pas vous renvoyer. Il faut rechercher la qualité pour construire la nation. C'est ça. C'est ça. Tout le reste là, c'est des bavardages ou bien c'est des critiques infondées. Au niveau des ministères également, on reproche le fait qu'il y a eu la création des agences qui viennent alourdir le travail qu'ils font et qui augmentent également les ressources. Parce que vous savez qu'il y a des cadres qui faisaient un travail dans les ministères, mais partout, presque partout, on crée des agences aujourd'hui qui viennent occuper, qui viennent faire le même travail que devaient faire les cadres. Et donc, on crée des dépenses supplémentaires. Et ces agences sont directement liées à la présidence. Quelle opportunité de la création d'autant d'agences alors que nous avons des ministères sectoriels qui font le travail déjà? Merci. Merci pour avoir posé cette question. Et je vais vous demander, quelle est la personne qui va rendre compte à la nation en fin de mandat? C'est le président de la République. Et je suis sûr que vous êtes au pays depuis des années, que vous avez commencé à travailler, ce n'est pas aujourd'hui. Je vous donne un exemple, par exemple. Pour un projet de INS, de construction de route, lorsque nous lançons la procédure peut durer 2 ans, voire 3 ans. Non, je donne 2 ans pour aboutir. Et la réalisation des travaux peut faire 3 ans. Ça fait 5 ans. Vous n'avez pas fini de construire une route de 2 km. Mais aujourd'hui, la délocalisation de ces projets phares dans des agences a permis à l'État d'avoir un bilan tel que vous voyez. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose. Et je vous dis, les ministères travaillent et accomplissent leur mission régalienne au jour le jour. Ils apportent tout ce qui est information, tout ce qui est important aux gens qui travaillent dans ces agences-là. Et je vous dis, appréciez la qualité de ce qui se fait par rapport à un passé récent. Lorsque tout est localisé dans les ministères, la lourdeur administrative empêche la réalisation des projets à bonne date et à temps. Dans ces conditions, est-ce qu'il faut continuer à travailler de cette manière? Aucune nation ne se construit véritablement dans cette façon de conduire les choses. C'est pourquoi le président a eu l'idée de créer des agences sous son autorité pour voir clair. Au jour le jour, je vous dis, c'est un monsieur extraordinaire. Si vous pensez qu'il ne maîtrise pas certains domaines, vous mentez. Vous mentez. Et honnêtement parlant, est-ce que les résultats ne sont pas parlants par rapport à un régime passé? Est-ce que vous avez fait un sondage par rapport, pour voir l'opinion, par rapport aux actions réalisées dont vous parlez tantôt? Mais je dis, je suis dans la population, je suis la population, et
au jour le jour, je pose des questions. Et tout ce que l'on me reproche, c'est qu'on ne trouve pas à manger. Et la démocratie est balkanisée, c'est tout. Mais le pays avance. Tous ces acteurs ont l'honnêteté pour dire, ah, mais ils travaillent. Hein. Et c'est ça. Est-ce que finalement vous estimez que tout est rose sur Patrice Talon? Non, je ne peux pas dire ça parce que Patrice Talon n'est pas un dieu. Et tous les membres du gouvernement ne sont pas des esprits. C'est des hommes. Il peut y avoir des failles. Ces failles-là, il revient à l'opposition de dénoncer pour que ça soit corrigé. Justement, est-ce qu'aujourd'hui en face, vous avez peur de l'opposition qui est en face? Moi, je veux parler de la mouvance. Non, pas du tout. Mais je prends, puisque c'est moi qui suis ici avec vous, j'ai fait l'opposition. Opposition responsable. Nous n'avions jamais eu peur du régime. Et quand nous avons pris le pouvoir maintenant, là, nous n'avons pas peur de l'opposition. Que reprochez-vous à cette opposition d'aujourd'hui? Que reprochez-vous à l'opposition? Non, au moment où moi je faisais l'opposition, on faisait de l'opposition constructive. On proposait des choses au gouvernement, qui était au gouvernement de prendre et d'agir. Et aujourd'hui? Moi, je ne veux pas interpréter la réaction de l'opposition aujourd'hui. Moi, puisque je ne suis pas parmi eux, je suis de la mouvance, je sais que ce que je fais, c'est droit, c'est dans la ligne de mon programme du programme de société du candidat, et on avance. Maintenant, si l'opposition a des choses à reprocher, elle n'a qu'à reprocher officiellement, elle n'a qu'à le dire. Si vous êtes si rassuré, pourquoi par un parti qui s'organise comme les démocrates n'arrive toujours pas à obtenir son récépissé? Là, il faut poser la question au ministre de l'Intérieur. Je ne suis pas ministre, je ne travaille pas au ministère de l'Intérieur. Vous êtes de la mouvance? Non, je suis de la mouvance, mais je ne suis pas l'autorité qui devrait signer leur papier. Mais est-ce que vous êtes surpris par le refus du ministère à leur délivrer ce récépissé? Vous êtes sûr que le ministère la lenteur. Ça a changé. Lenteur. Oui, bien, dans un premier temps, il y a eu refus. On leur a demandé de corriger des choses qu'ils ont estimées. Au Bloc républicain, on nous a demandé de corriger beaucoup de choses. On nous a demandé un tas de choses à corriger. On a corrigé, on a remis. Premièrement. Deuxièmement, on nous a encore appelé. On a corrigé. C'est ce que la pièce nous a été donnée. Si Patrice Talon devait revenir pour un second mandat, quelles sont les choses qu'on pourrait corriger dans la gouvernance actuelle ou quelles sont les orientations qu'on pourrait donner pour davantage améliorer les choses selon vous? Oui, et disons, cette réflexion va être menée par chaque parti politique qui l'accompagne. Pour le moment, je ne peux rien dire ici. Mais je sais qu'il y aura des réflexions qui vont être menées, puisque chaque parti aura son projet de société qui va faire la liaison avec le programme de société du candidat. Et certainement, il y aura des collisions où nous serons d'accord. S'il y a quelque chose à modifier, on va proposer. Est-ce que le Bloc républicain a un agenda pour le compte de la présidentielle? Bien sûr. Et nous sommes en train de dérouler. Je vous ai dit que actuellement, nous sommes en train de nous préparer pour mettre nos structures décentralisées en place. C'est l'une des activités du programme présidentiel. Sur le plan donc du projet de société, est-ce que le Bloc républicain n'est pas un peu en retard par rapport à l'Union progressiste qui a déjà lancé son programme quinquennal 2021-2026? Non, nous ne sommes pas en retard. Parce que nous ne sommes pas en retard. Nous sommes en train de travailler. Il y a des comités qui sont en train d'être mis en place pour réfléchir à cela et pour sortir un document. L'essentiel, puisque nous voulons accompagner. Le candidat n'a pas encore annoncé son projet de société. Avant qu'il annonce son projet de société, nous serons déjà prêts par rapport à notre programme, à notre projet de société aussi. Et nous allons confronter ça. Nous ne sommes pas en retard parce que nous n'avions pas une urgence d'échéance. Mais la présidentielle, c'est dans quelques mois. Mais la présidentielle, c'est dans quelques mois. Le candidat n'a qu'à annoncer son projet de société. Nous aurons déjà... Vous avez dit qu'il y a eu des discussions, sûrement qui vous a déjà briefé sur donc, les grandes lignes de son projet de société. Ça ne se passe pas comme ça, mon cher ami. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Et je vous ai dit que le Bloc républicain est en train de mettre des comités en place pour écrire notre projet de société. Et beaucoup de réflexions sont avancées par rapport à ça.
Alors, si l'Union progressiste décide également de désigner Patrice Talon comme son candidat, quelle sera la réaction donc, du bloc républicain? Mais on ne fera qu'applaudir. On ne fera qu'applaudir parce que 1 plus 1 en politique égale à 2. Oui, mais comment est-ce que ça va se passer? Parce que est-ce que le bloc républicain va se targuer d'être premier ou comment ça va se passer? Non, dans ces histoires-là, il n'y a pas premier venu, deuxième venu. Oui, mais après la présidentielle, il faut former le gouvernement et tout. Qui va se targuer donc, ou qui va se tailler la part de l'Union? Nous sommes dans le gouvernement actuellement. Il reviendra au chef de l'État élu de savoir les compétences qu'il a tirées d'un parti ou de l'autre pour mettre dans son gouvernement. Nous ne sommes pas inquiets. Et nous ne voulons pas mener ce combat parce que l'urgence, c'est de construire le pays. Très bien. Alors, Jean-Baptiste Hunguer, nous allons à présent passer à la deuxième partie donc, de cette émission qui sera donc conduite par Arnaud Doumang. Merci, cher ami Koshimo. Je crois que nous allons quitter un peu le terrain politique. Parler de Jean-Baptiste Hunguer, que les Béninois aimeraient beaucoup plus découvrir, je dirais un peu plus intimement. Vous dites que pour vous Jean-Baptiste Hunguer, c'est quoi la famille? La famille, c'est le premier cercle où vous puisez vos énergies, vos forces et disons votre être. Sans la famille, vous n'êtes rien dans la société. Et si la famille se porte bien, c'est que vous serez productif à la nation. Écoutez, famille, comment est-ce qu'on peut découvrir? Oui, je suis marié et j'ai beaucoup d'enfants. Combien? J'ai beaucoup d'enfants. À partir de 2 déjà, c'est déjà beaucoup d'enfants. Je vis avec ma femme et j'ai des enfants qui sont élèves et d'autres étudiants. Ces enfants, si vous voulez, vous entrevoyez déjà qu'ils embrassent une carrière politique aussi? La carrière politique, je n'envisage pas trop. Parce que moi-même, tel que vous me voyez, je fais la politique, pas pour moi-même, mais pour la communauté. Et je souhaite que les enfants soient éduqués spirituellement, qu'ils aient la crainte de Dieu et savoir que lorsque la nation t'appelle pour faire un travail, il faut le faire sans attendre un retour. Vous ne souhaitez pas qu'ils embrassent une carrière politique? Pas trop, mais de leur fonction, la politique peut avoir besoin de leurs compétences. Dans le rang, est-ce que vous voyez déjà certains qui essaient de s'intéresser à la politique? Non, pas du tout, pas du tout. Ils sont encore jeunes, ils sont encore adolescents. D'accord. Côté famille également, quel est votre plat préféré? Vous savez, lorsque vous prenez de l'âge là, vous ne prenez plus certains mets. Et je suis abonné à la sauce légumes avec Akassa maintenant, parce que la pâte, ça rend le goût. Et je fais tout possible pour dégrossir. Vous n'êtes pas gros. Je prends un truc de poids. Donc voilà un peu quoi. Avant c'était la pâte avec la sauce légumes? Oui, la sauce légumes, je prends assez de pâte et du riz. Voilà. Et j'aime aussi du curry avec culi-culi. Mais pourquoi? Ça c'est de dessert ou bien? Non, parce que quand nous étions étudiants, la nuit, on va au maquis pour étudier avec nos sacs de riz, bol, du sucre et de l'eau glacée. Donc j'ai pris cette habitude. Sauf que dans une semaine, si je ne prends pas ça là, je sens que quelque chose me manque. Je peux prendre ça là et dormir. Le gari avec du sucre? Un peu de sucre, citron et du cru-cru. Ou bien du poisson. Là, je ne mets pas de sucre dedans. D'accord. Et côté religieux, vie religieuse? Je suis évangélique. Je suis évangéliste. C'est-à-dire que vous prêchez? Absolument. On n'a pas souvent vu Jean-Baptiste sur ce terrain-là.
Mais c'est ça qui justifie mon comportement dans la politique où on pense que je suis bête. On pense que je suis là. Non, c'est une éducation. Et lorsque vous entrez en politique, ne cherchez pas nécessairement votre intérêt. Cherchez l'intérêt du plus grand nombre. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, il y a des endroits où il n'y avait pas de l'électricité. Aujourd'hui, ces endroits sont électrifiés. C'est déjà mon credo. C'est ce pourquoi moi je fais la politique. Il y a des femmes pour accoucher ont des difficultés pour aller accoucher. Et le plateau médical n'était pas sérieusement fourni. Il n'y avait pas de lumière. Les gens vont dans des centres de santé en se faisant mordre par les serpents. Aujourd'hui, tout est en train de reculer. C'est ça mon credo. Alors, côté religieux, je dirais un petit message. Quel est le message biblique qui vous permet de puiser cette force pour être toujours au devant de la scène? Vanité de vanité, tout est vanité. Lorsque vous amassez beaucoup et vous ne faites que brimer le pauvre, quand je dis pauvre, ce n'est pas les pauvres des villages. La population, c'est une population qu'il faut soutenir. Et que vous prenez ce qui appartient à la population, vous volez. Au finish, là, le jour de votre mort, vous ne partez pas avec une seule chose. Chez les musulmans, c'est même pathétique. Le jour où tu meurs là, si tu ne sais pas faire, on t'enterre le même jour. Donc tu n'as pas le temps d'aller vérifier ton compte, d'aller vérifier qui sera le copain de ta femme, surtout si elle est encore jeune, d'aller vérifier si tes enfants vont manger. Donc, il faut préparer toutes choses et être prêt à tout moment. Donc, si vous avez cette vision, cette philosophie, vous allez travailler pour la nation sans rien attendre, sans rien espérer. Quel est l'homme public ou politique qui vous inspire le plus? Ou le personnage, je dirais carrément, qui vous inspire le plus, au plan national, bien sûr? Au plan national, le personnage politique. Ou le personnage tout court qui vous inspire le plus? Bon, et si je prends le président Talon, moi je ne fais pas mon soutien n'importe comment. Il sait où il va, et rien ne le distrait. Il va jusqu'au bout. Mais Patrice Talon, ce n'est que ces dernières années. Est-ce qu'on prend sur l'ensemble de l'histoire du Bénin, est-ce que c'est le personnage, selon vous, qui incarne Non, quand on prend l'histoire du Bénin, bon, à peu près, parce que vous prenez Tévoidré, c'est quelqu'un qui s'est donné aussi pour sa nation. Et j'ai été l'un de ses disciples. Mes premiers pas dans la politique, c'est avec lui. Et par la suite, j'ai été à l'école d'Amoussou Bruno. J'ai été formé du militantisme avéré, de comment revendiquer, de comment être un politicien et avoir de la valeur. De Tévoidré à Amoussou Bruno, quelle est la nuance de ces courants? Qu'est-ce qui distingue les deux personnages selon vous? Bon, et vous voyez, le président Moussou, c'est un homme de tempérament sûr, apaisé, qui te dit des vérités dans la blague. Et tu vois, lui, par exemple, c'est un homme vif qui parle et qui dit des vérités. Donc, j'ai fait l'école de ces deux personnalités-là. Si vous devez être un animal, lequel serez-vous? Je n'ai pas vu dans la Bible où on a dit que l'homme peut se transformer en animal, donc je n'ai pas de réponse à ça. Vous n'avez pas quand même un modèle par rapport à un animal que vous... Animal, non. Non. Alors, quelle est votre couleur préférée alors? Bon, j'aime le vert et le blanc. Pourquoi? Le vert symbolise l'espoir, le blanc la sainteté. Si Jean-Baptiste Ongué doit choisir un autre pays que le Bénin, quelle serait votre destination? Le paradis. Le paradis n'est pas un pays. Le paradis, c'est un pays. Ah, il faut travailler pour mériter le paradis. Et être n'importe quoi là-bas. Puisque vous avez demandé si je dois renaître,
C'est bien ça, Si non? vous devez choisir un autre pays autre que le Bénin. Actuellement, là, Oui, actuellement, en étant vivant, oui, oui. Autre que le Bénin. Honolulu. Vous connaissez ça? Non. Vous ne connaissez pas Honolulu? Non, non. C'est un État qui est situé vers les États-Unis là-bas. C'est une île. Et pourquoi cet attachement pour ce... Non, cette île? j'aime ce pays-là parce que quand le générique comment dire, le temps, on veut donner le temps qu'il doit faire sur France 24 là, on essaie de montrer le pays là. C'est un pays éloigné et perdu sur l'île et que je cherche à découvrir. Je peux aller ici, je peux me transposer là-bas. Ce serait une bonne chose. Vous cherchez à découvrir, c'est que vous ne maîtrisez pas encore le pays. Non, je ne maîtrise pas parce que je n'ai pas beaucoup d'informations. Mais si je dois aller dans un pays là, c'est dans un pays comme ça que je souhaite aller. Quel est votre plus grand rêve pour le Bénin? Mon plus grand rêve, c'est que le Bénin soit un pays transformé comme Hong Kong, comme le Japon, où les jeunes, à partir d'un certain âge, deviennent des génies. Quel est votre sport favori? Je fais de l'athlétisme. Je fais rarement, je dis bien rarement, ou bien je ne fais plus du tout, c'est le football. L'athlétisme, vous continuez toujours? Oui, je continue toujours à marcher. Et pourquoi vous avez abandonné le football? Parce que la vie active m'a amené loin des terrains de sport. Et mieux, le matin, il faut se lever pour marcher. Et quand vous finissez de marcher, le sport, l'heure du sport est déjà terminée. Vous rentrez dans la vie active et puis vous revenez le soir tout fatigué. Mais vous avez la possibilité de marcher quand même, quelle que soit l'heure. Si vous étiez en face du bon Dieu qui doit vous donner un don particulier, lequel réclamerez-vous? Le don de pardonner, le don d'aimer et le don de guérir. Pourquoi? Parce qu'il y a la bénédiction dans la guérison. Il y a la bénédiction dans l'amour. Il y a la bénédiction dans le pardon. Vous le dites en tant qu'évangéliste au coup ou... Non, j'ai été façonné comme ça. J'ai été façonné comme ça. Parce que quand vous voyez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, quand vous faites le bilan, beaucoup ne s'aperçoivent pas de ça. Mais il faut faire attention. Le monde là a besoin de pardon, a besoin d'amour. Il a besoin de guérison. Ce n'est pas la guérison quand vous êtes blessé. Même vous-même qui êtes là, certainement vous avez des domaines où vous avez besoin de guérison. Si vous regardez un peu votre parcours politique ou évangéliste, si vous devez corriger quelque chose dans votre vie, vous avez une erreur à rectifier par exemple. Oui, et j'ai beaucoup, si je dois corriger beaucoup d'erreurs, si je dois corriger une erreur dans ma vie, c'est peut-être éviter de rester dans un milieu où c'est le mensonge est érigé en règle d'or. Ou bien faire en sorte de ne pas être parmi ceux qui détruisent au lieu de construire. Vous êtes en politique où le mensonge est l'une des règles. C'est de ça que je parle. On ment beaucoup, on dit peu la vérité. Donc finalement, vous allez quitter la politique à cause du mensonge? Non, si tu quittes, ça ne va jamais disparaître. Il faut rester. Et combattre. Et combattre. Et parler. Et montrer des exemples pour que tout le monde puisse être embrasé par la sincérité dans la politique. Oui, est-ce que ce sentiment d'humilité dont vous faites montre, est-ce que cela ne vous dessert pas un peu plus en politique? Ça me dessert beaucoup. Mais j'ai une philosophie. Ce n'est pas le regard que vous portez sur moi qui m'est important, mais le regard que Dieu porte sur moi. Parce que le regard que vous portez sur moi, là, vous allez à un jugement humain.
vous pouvez me crucifier. Mais quel est le regard, quel est le jugement de Dieu par rapport à ma vie? Parce que tous vos jugements-là, ça n'a aucun sens chez moi. C'est le jugement de Dieu qui est important. Et vous pouvez me juger, on peut me tuer. Mais quel sera mon avenir après ma mort? C'est ça qui est important. Donc, tout ce que on fait, croque en jambe, tout ça, ce n'est pas là mon problème. Parce qu'en politique, vous recevez beaucoup de coups. Et suffisamment de coups. En politique, vous devenez hyper tendu. C'est pour ça que vous souhaitez éviter cela à vos enfants. Absolument. En politique, vous pouvez être super, gardé, et ça dit c'est vous. Mais demain, vous êtes le pire des prisonniers. C'est la politique qui fait ça. Alors, si la postérité doit retenir quelque chose de vous après votre passage sur cette terre, bien évidemment, on parle de sitôt, hein, alors quel message souhaitez-vous que cette postérité retienne de vous? Donc, je souhaite que la postérité retienne de moi un homme effacé, un homme humble, un homme qui pense à l'ensemble de la communauté que lui-même. Un homme qui a bien éduqué ses enfants, qui n'a pas laissé un héritage matériel à ses enfants, que leur éducation. Parce que nos enfants, quand vous accumulez les biens, quand vous volez et que vous construisez, vous laissez ça pour les enfants, j'ai laissé l'héritage pour les enfants là. Si vous éduquez bien vos enfants, ils ne pourront même pas venir chez vous. Parce qu'ils vont trouver que votre maison est encombrante. Donc ce qu'il faut donner aux enfants, c'est de tout faire pour les mettre dans de bonnes conditions d'études pour qu'ils deviennent quelque chose. Alors, quel est votre principal défaut? Je ne lâche pas ce que je tiens. Et je suis un peu... J'ai un défaut de communication. Même, ça veut dire que même quand vous êtes en faute, vous continuez, vous persévérez. Non, je ne persévère pas. Mais à chaque amitié, j'essaie d'annoncer des erreurs que je peux commettre sur le parcours. Pour que, quand je vais poser l'acte, qu'on ne me juge pas. Et je demande tous les jours à Dieu de me corriger. Alors, quel est le trait, en tout cas le principal le caractère que vous souhaitez avoir sur les autres, si quelqu'un doit vous fréquenter? Le caractère, c'est d'abord être un homme fréquentable, être un homme qui dit la vérité, être un homme qui accompagne dans les moments difficiles. Dans les moments difficiles. Être un homme, lorsque tu fais du mal, tu me fais du mal là, que je sois capable d'aller te voir pour qu'on puisse s'expliquer. Être un homme qui peut aller relever son adversaire qui est dans le trou et le sortir. Comme ça, vous êtes un héros. Quel est le message que vous passez aux enfants, à la famille, tous les jours, ou presque tous les jours? Non, c'est ça que je dis, c'est votre éducation. Et l'éducation des enfants n'a pas de prix. Il faut investir dans les enfants pour jouir, pour jouir de leur avenir après. Lorsque les enfants sont éduqués et qu'ils en vont et que tout le monde est quelque chose, vous avez la tranquillité et vous avez la peur. Un enfant ne viendra pas vous agresser à la maison. Il y en a plein pour question d'héritage. Jean-Baptiste Hunguer, nous sommes à la fin de cette émission, mais avant, nous allons vous laisser conclure. Je voudrais dire à la nation béninoise que dans quelques mois, le président Talon aura bouclé les 5 ans de son premier mandat. Lorsqu'on fait le bilan, dans tous les secteurs, le pays a avancé. Beaucoup de choses sont réalisées. Et beaucoup de choses restent encore à faire.
Et comme il a pris l'élan, accompagnons cet élan pour que le Bénin soit une destination sûre, prospère. Une destination où coulera le lait et le miel pour notre nation et pour d'autres nations. Je vous remercie. Chers amis internautes, c'est tout pour ce deuxième numéro de Gros Plan. Merci de nous avoir suivis. Nous avons reçu Jean-Baptiste Hunguer, il est membre fondateur du Bloc républicain. À dimanche prochain pour un nouveau numéro.